parti. Sur la grande place du village, une roulotte s'est arrêtée. Il y avait des bistrots tout longs à la Roche, au village, ici, puis à la Tuile, et même partout. Ça risque de durer un moment. Merci Frédéric. Madame, monsieur, bonjour. La place du village continue à vous faire découvrir chaque jour un des villages des Pays de Savoie. Nous avons fait une halte aujourd'hui dans l'Albanais, au Savoyard, et nous allons vous faire découvrir la commune de Chénal-et-Frasse. Nous sommes là pas très loin du massif des Bauges et pas non plus très loin d'Annecy. Monsieur le maire à mes côtés, vous nous en parlez un peu plus. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. On est à quelle distance d'Annecy ici? À 22 km à peu près, 15 km d'Aix-les-Bains, 15 km de Rumilly. Alors pour situer par rapport aux Bauges, vous êtes dans le parc des Bauges. Oui, c'est ça, oui, nous sommes dans le parc des Bauges. Bon, nous sommes ici à 680 mètres d'altitude, sur les flancs d'une petite colline. Voilà, le chef-lieu où nous sommes ce matin est un peu sur une colline, hein, c'est Oui, bien ça? C'est ça, oui, oui, oui. Cette commune de Chénal-et-Frasse a combien d'habitants aujourd'hui? Aujourd'hui, nous approchons les 500 habitants. Nous sommes en pleine expansion démographique puisque la population a doublé ces 20 dernières années. Nous atteignons la population qui existait avant 1914, après l'exode massif du milieu du siècle. On connaît bien le mouvement démographique de nos villages, hein. Souvent ça a bien baissé, c'est reparti. Le virage a eu lieu à quelle date à peu près? À partir des années 70, 75. Ouais. Alors on va expliquer ça probablement par les gens qui viennent habiter à Chénal-et-Frasse mais qui ne travaillent pas sur la commune. Ah bien sûr, oui, oui. Bon, nous sommes quand même dans une situation géographique privilégiée puisque nous bénéficions du calme, de la tranquillité de la campagne et puis en même temps nous sommes très proches des grands pôles industriels, Annecy, Rumilly et puis Albi aussi puisqu'il y a beaucoup d'emplois sur Albi. Et les gens qui travaillent au village, quelles sont leurs activités? Oh, quelques artisans, commerçants, profession libérale et puis encore quelques agriculteurs, 6 fermes dont 3 fermes laitières bien structurées et ayant un avenir. Donc on a ici des conditions pour rester, enfin pour certains, au village encore aujourd'hui. Ah oui, oui, je pense, oui, 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 bien sûr. Oui, oui, oui. Parlons un peu de la vie associative à Chénal-et-Frasse, avec tous ces gens qui sont récemment installés. Est-ce que ça vit bien ici? Ah, ça vit bien, ça vit bien. Nombreuses associations, très dynamiques. Je crois qu'il y en a 5 ou 6. Je ne sais pas si je les cite. Le comité des fêtes, le club Patois, le club des anciens, un club de foot, une association de parents d'élèves, puis peut-être que j'en oublie. On n'est pas loin donc des grandes villes comme Rumilly ou Annecy, donc on peut faire aussi des activités sur ces villes. Comment on appelle, monsieur le maire, les habitants de Chénal-et-Frasse? Ah, les Chénasiens, Chénasiennes. Ouais. Ouais. Les noms de famille les plus connus qui sortent de la commune? Une grosse famille, Dupassieux, et puis Bouvier, beaucoup de familles de Bouvier. Ouais. Donc vous faites partie. Voilà. Monsieur le maire, l'avenir de Chénal-et-Frasse, comment vous l'envisagez? Est-ce que vous comptez garder justement une place à cet espace rural qui domine ici? Ah oui, oui, je pense, oui, oui, oui. Bah, c'est la seule vocation de la commune, hein. On n'aura pas d'industrie, on n'aura jamais de gros, même de gros artisanats. On restera, bien sûr, ce sera toujours très rural, oui, oui. Alors, monsieur le maire, c'est peut-être par modestie que vous nous cachez jusqu'alors ce petit remont de pente qui est derrière nous là. Non, 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 oui, c'est très modeste, oui, oui. Oui, oui, il tourne. Enfin, il a tourné cette année pendant 2 semaines. Ouais. C'est la commune qui l'a mis en place? Non, c'est le comité des fêtes. Oui, oui. C'est le comité des fêtes qui gère ça, d'ailleurs, oui. Avec beaucoup de difficultés, parce que pour des problèmes de mise aux normes et de sécurité. C'est un des rares remonts de pente de l'Albanais finalement. Ah oui, c'est bien le seul. 700 mètres d'altitude ici, sur cette colline de Chénal-et-Frasse. Monsieur le maire, merci de cette présentation. Qu'est-ce qu'on peut peut-être rajouter éventuellement qu'on n'ait pas dit jusqu'alors sur Chénal-et-Frasse? Oh, je sais pas. Bon, commune tranquille, sans histoire, oui, oui, oui. Bon, ça va bien. Hein. On va le retenir avec une belle place du village, on va le dire, ici assez élargie, une population qui est également dispersée dans la commune. Ah oui, l'habitat dispersé, oui, oui. Oui. Bon, enfin, nous sommes en train d'élaborer un plan d'occupation des sols, oui, justement, pour essayer de maîtriser un peu tout ça, oui. Oui. Donc beaucoup de surveillance à avoir pour gérer cette évolution de la commune de Chénal. Bien sûr, oui, oui. Oui. Écoutez, monsieur le maire, merci beaucoup de cette présentation de la commune. Nous sommes à la veille du printemps avec des giboulées qui viennent nous rejoindre aujourd'hui. Sur cette place du village, Francis a mis son beau kawaii jaune pour nous accompagner avec la musique qui nous rejoint. C'est parti pour en savoir plus sur Chénal-et-Frasse en Haute-Savoie, dans l'Albanais au Savoyard. Merci à vous. Merci.
La place du village à Chénal-les-Frasses se poursuit. Avec nous maintenant Fernand Tavernier, instituteur, bonjour. Bonjour. Si nous sommes venus vous voir, Fernand, c'est qu'on a été averti que dans cette école, il se passe des choses assez étonnantes. Non pas qu'elles soient illégales, rassurons d'abord nos téléspectateurs, mais Fernand, vous pratiquez avec vos élèves le patois ici à Chénal-les-Frasses. Oui, ça fait une vingtaine d'années que je fais du patois à l'école, oui. Alors on va pendant un instant, on va peut-être rappeler avant cela le nombre d'enfants, d'élèves que vous avez ici dans ces écoles de Chénal-les-Frasses. Oui, c'est une école de campagne, c'est-à-dire qu'on a deux classes, la classe des petits avec les CP, CE1, et puis la classe des grands avec CE2, CM1, CM2, donc une école à plusieurs cours. Combien d'enfants en tout? On en a une cinquantaine cette année, oui, c'est assez chargé, mais enfin... Alors vous enseignez aux grands ou aux plus petits, vous? Nous, moi j'ai la classe des grands, c'est-à-dire CE2, CM1, CM2, voilà. Le patois à l'école, on n'a pas vu souvent cela, il faut bien le préciser. C'est bien la seule expérience, à ma connaissance, dans les pays de Savoie. On connaît le patois dans les collèges, mais pas à l'école primaire. Fernand, c'est venu d'où cette idée de mettre dans vos cours du patois? Quand je suis arrivé à Chénas, c'était assez facile de mettre du patois à l'école parce qu'on avait à l'époque donc une classe qui était complètement rurale, c'est-à-dire des enfants dont les parents étaient agriculteurs ou petits-fils agriculteurs. C'est-à-dire que si on faisait un petit peu de patois, le soir, ils expliquaient ça à leurs parents ou grands-parents. Il y a eu une première réaction qui était très positive parce que ces parents ou grands-parents se faisaient réprimander quand ils parlaient patois. Et puis quand ils ont su que leur fils ou petit-fils ou petite-fille parlait patois à l'école, ils se sont dit, tiens, il y a un renversement complet, c'est-à-dire qu'à quelques endroits, ils se sont dit, le patois, c'est peut-être plus riche qu'on pensait, et c'est peut-être pas la langue des badarés, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui sont un peu bêtes, qui la parlaient. Donc on a en même temps amené un petit peu de choses positives au patois, voilà. Ça c'est important ce que vous dites. C'est-à-dire que le patois longtemps a été considéré comme une langue finalement un peu péjorative entre guillemets. Et à quel moment, à quelle date ça a changé, ça, la perception du patois? C'est-à-dire que le patois n'était pas considéré comme une langue surtout. Le patois était considéré comme le langage de ceux qui parlaient mal le français. Alors c'est surtout ça qu'avec avec un groupe de travail à Conflans en particulier, on voulait surtout montrer que le patois était riche, que le patois était une langue. Bon, maintenant, on sait, et tout le monde est d'accord là-dessus, on sait que le patois qu'on appelle dans notre région, donc le franco-provençal, c'est la langue, c'est la manière officielle de l'appeler, est une langue, c'est-à-dire avec toutes les particularités qu'elle a, une langue qui a ses richesses, qui est très riche d'ailleurs, et qui suit des règles qui étaient des règles souvent parlées, mais en étudiant ces règles de près, on voit que c'était des règles qui étaient très précises, c'est-à-dire on fait avec les élèves de la conjugaison, on en fera tout à l'heure, les verbes se conjuguent à l'imparfait, se conjuguent au présent, se conjuguent au futur, se conjuguent aussi au conditionnel, se conjuguent aussi au subjonctif, et quelqu'un qui parle bien le patois suit ces règles inconsciemment, mais il suit très bien ces règles. On va faire une conjugaison, yo. À l'imparfait, Aline, fromage polaï. Yé des pas pensat fromage polaï. Lerna a bien la métier des polaï. Pour mai, dire chune à bonne à pota. On te demande de passer. On te demande fromage polaï à l'imparfait, Jessica. Yé de fromi-vous. Yé te fromi-va. Yé et fromave. Yé en fromave. Yé vos fromi-va. Yé et fromi-vo. Pour les motiver, vous avez également en fin d'année, ou en cours d'année en tout cas, une représentation théâtrale qui les met face au public. Oui, alors la deuxième partie du travail sur le patois, c'est le théâtre. On a un groupe de théâtre adulte ici à Chénal-les-Frasses, les Balouriens, qui tournent pas mal. On est très sollicités. Et donc l'idée, c'était de mettre nos élèves, de faire entrer nos élèves dans la soirée. C'est-à-dire la soirée qui a eu lieu vers le 15 février, là. Pour cette soirée, donc les élèves participent, ils ont fait à peu près 20-25 minutes de patois. Et là, donc, c'est 20-25 minutes que de patois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot de français dans ces 25 minutes. Allez, on va pas par la rigue et de la guerre. Sylvain, dis-le vite, quitte après parois. Ah ben, Régé, parois, il dirait après. Des pas vu le temps. Il y en a toi le poing. Yé, vas-y, toi le poing. Ouais, est vrai. Il y en a toi le poing. Elle taille gros. On en a fait de saucisses, boudin, fricacha, 12 jambons. Après, on en a encore ça là,
Trail, c'est 50 à kilo. Volou juste à mettre et dire, Régé. Si tu m'aimes de si j'aime, non pas me faire rire de bien, mais non pas ça, mon part t'embaillera peut-être en bocon. Ouais, mais quand même, il faut le trail, j'aime point. Vos-toi, des points on met. Vos à la être grave, printemps. Votre volonté, c'est justement donc en l'enseignant de pérenniser un peu ce patrimoine. Quand on sème avec des élèves de cet âge, on ne sait pas ce qu'on va récolter, mais quelquefois des belles choses. C'est-à-dire, on ne sait pas où ça va mener, mais ça peut mener à pas mal de choses. Je pense il y a un poète qui disait qu'un pays qui ne sait pas garder ses traditions est condamné à mourir de faim. C'est beau, ça me plaît bien. Condamné à mourir de faim, c'est-à-dire il faut garder certaines choses. Il faut garder peut-être pas les choses qui étaient mauvaises, mais les richesses, il faut garder. Et je crois que le patois est une richesse. C'est la langue de nos ancêtres, donc c'est bien de la retrouver et puis d'en parler, comme ça se perd pas. Et puis on pourrait en parler à nos enfants, puis les enfants de nos petits-enfants, puis ça se perd pas, quoi. Tes parents parlent le patois? Non, pas du tout. Alors, bien sûr, là aussi, il a fallu... bon, comment ça s'est passé avec tes parents? Ils ont accepté facilement que tu fasses du patois? Ils t'ont dit, ben écoute, c'est peut-être pas... Oh oui, ma mère, elle aime bien écouter des fois, puis mon père, il comprend pas trop, alors ça le pompe des fois. Moi, j'aime bien l'accent, c'est marrant. Puis j'aime bien en parler avec mon pépé, des fois. Ah, ça, c'est intéressant, parce qu'effectivement, tu peux parler avec ton pépé en patois. Et de quoi tu parles avec ton pépé en patois? Ben... un peu de tout. La foyenne d'Harry, 1, 2. La foyenne d'Harry, Clarisse et pas tomba. La foyenne d'Harry, Rosalie Zolopi, les gnolets sur Ropi, c'est tout lion, les gnolets sur Ropi, c'est tout lion, c'est Ropi. Marc et François, bonjour. 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 Merci de nous recevoir. Nous sommes dans votre étable, on va le dire, puisque vous êtes tous deux agriculteurs. On va parler d'agriculture à Chénal-les-Frasses. Et c'est important ici parce que, François, vous avez créé pratiquement les premiers GAEC ici en Haute-Savoie. Partie des équipes qui ont créé les premiers GAEC en Haute-Savoie. Avec C'était en Pierre quelle- Bunas comme conseiller. Voilà. En quelle année? En 1961. Mais alors, comment ça se fait qu'en 61, ça fait déjà un bout de temps en arrière, on va le dire, comment ça se fait que vous ayez eu l'idée de vous monter en GAEC? Avec qui d'abord? Eh bien, on était 3 frères en indivision en ce moment-là. Alors, on s'est organisé en GAEC. La loi, on était au courant parce que finalement, on avait été formé à la GAC dans ce sens-là. Ça veut dire quoi, ça? La jeunesse agricole catholique. Voilà. Depuis 42, 41 déjà. Et le GAEC, c'est venu finalement comme ça, en vous disant, bah, tiens, à 3, on va travailler mieux et peut-être avec plus de disponibilité. On pensait qu'on était orienté du côté coopératif au maximum. Et à ce moment-là, les femmes travaillaient dans les exploitations. Et une de nos idées de départ, c'était de libérer les épouses. C'est pas beau, ça, franchement. Alors, c'est ce qu'on a visé. Maintenant, il y a quand même... les femmes en agriculture, c'est une exploitation familiale. Et en dehors, les femmes ont leur place. Et on ne peut pas limiter les charges, mais il faut quand même qu'elles tiennent bien leur place dans l'exploitation familiale. Si c'est industriel, ça change. Ça change tout. Alors, comment c'était en 62, votre exploitation? En 60... Combien de bêtes à peu près à l'époque? Oh, on était parti avec une trentaine de bêtes, pour 3. Et aujourd'hui, pour 3, pour 2? Pour 2, une quarantaine de laitières et puis 70 génisses. D'accord. Il n'y avait ici autrefois que de l'élevage, pas de culture en 62. Ah non, c'était au contraire. On était très diversifiés. On était parti sur des plantations de pommiers, du tabac, des céréales et de l'élevage. Bougre. Alors, c'était ce qu'on préconisait au moment. La polyculture. La polyculture à fond. Avec un peu d'élevage. Bien sûr. Un peu non, l'élevage était quand même à 50%. 50% quand même. Oui.
Alors ça a évolué, vos fils ont repris l'affaire, vous avez quitté tout ça, mais vous avez quand même un regard aujourd'hui. Quel regard vous portez, François, sur l'agriculture d'aujourd'hui ici à Chenal-les-Frasses? Si on avait su tout ce qu'on sait aujourd'hui, eh bien, on n'aurait peut-être pas pris exactement ces chemins-là. Qu'est-ce que vous changeriez s'il fallait le refaire? Ah, je ne sais pas exactement, mais enfin, l'histoire de la diversification, pour nous, c'est une erreur. On a une vocation agricole, on a une vocation d'élevage, et c'est ceux qui ont tenu cette barre, ce sens-là, qui sont mieux défendus. Écoutez, on va en parler justement de cette spécialisation dans l'élevage avec votre fils. Marc, vous êtes aujourd'hui 100% dans l'élevage en GAEC avec votre frère. Voilà. Alors nous, en 88, on est reparti derrière en GAEC, derrière mon père et mes deux oncles. Et là, on a pratiquement braqué la barre à 100%. C'est-à-dire on était deux éleveurs nés déjà, disons les vaches étaient notre rayon, ça nous plaisait. Et à cette époque-là, il y a une concours de circonstances, il y avait un manque de surface pour faire de la céréale. Chose qui s'est toujours fait dans l'exploitation depuis tout le temps avant, et c'est très culture, très tabac, tout ça. Alors nous, on a intensifié sur l'herbe, on a tout mis nos surfaces en herbe pour avoir de l'herbe en priorité des priorités, et s'est rendu compte que c'était loin d'aller si mal que ça allait même bien mieux. Alors ça allait bien mieux à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que des niveaux des charges matérielles, déjà bien moins, hein, du fait que on avait un système d'étable un petit peu classique. Les parents avaient fait une stabulation en 62. Il y avait eu des déboires, ils avaient fait des essais. Enfin, c'était un peu des pionniers dans la chose. Après, ils étaient partis sur une copie d'étable des moines de Cîteaux en logette. C'est-à-dire que des logettes à poste fixe, les bêtes sont enfermées. Elles peuvent aller se faire taire en salle de traite, mais elles sont en poste fixe. Si bien que cette étable nous permettait de faire du fumier. Pour nous, c'était une des clés au niveau au niveau économique, au niveau, rentabilité, au niveau des engrais, c'est-à-dire bien moins d'engrais, et on voulait surtout rentabiliser ce fumier. Alors on est parti sur un système de compostage de fumier, parce que pour mettre sur les prairies, automatiquement, on ne pouvait pas labourer, donc il fallait du fumier composté. Et par ce biais-là, on est arrivé, c'est très très important, il faut quand même le dire. Aujourd'hui, en 95, 96, les chiffres sont les mêmes depuis 4-5 ans. On en est exactement au 10e de l'engrais qui se mettait il y a 20 ans en arrière. Donc moins de pollution et ça coûte moins cher. Il y a moins de pollution, un environnement plus agréable, du fait qu'on met des fumiers compostés qui ne sentent pratiquement pas. Et de par ce biais-là, on a en même temps changé toute la flore du sol, c'est-à-dire la qualité de l'herbe. C'est-à-dire la qualité de l'herbe. Ayant un meilleur sol, ayant une meilleure herbe, vous avez un meilleur résultat au niveau du troupeau. C'est intéressant, effectivement, cette orientation. Alors en plus, il y a, on va le préciser, du foin à volonté pour les vaches tout le temps. Voilà, alors la grosse base, et à mon avis, c'est l'avenir. Chacun a ses idées, chacun a sa manière de voir. Et dans nos régions, quand même de montagne, mi-montagne, le foin, l'orguin, c'est notre truc, quoi. Par rapport à nos produits de qualité qu'on a derrière, par rapport à... C'est l'avenir. Il y a le côté touristique aussi. Vous savez, il y a des parties de la commune qui sont trouvées tout en herbe maintenant aujourd'hui. C'est des plaisirs à voir, c'est des coups d'œil, comme on appelle ça. Des grandes pelouses. Des grandes pelouses. Hein. Alors il y a le côté environnement très positif. D'ailleurs, les voisins, l'environnement ne gêne pas pour nous le dire. C'est appréciable. Et nous, on y retrouve aussi, c'est très très important aussi, mine de rien, on a quand même moins de travail. Hein, on a une liberté de travail, on n'a pas les gros coups de bourre des labours, des récoltes de céréales. Bon, il y en a qu'il faut qu'ils fassent, c'est normal, ça, ceux qui sont... Hein. Mais de ce biais-là, on a plus de liberté. Et on a une qualité aussi de troupeau au niveau santé nettement supérieure. Les bêtes étant toujours en pâture, foin à regain continuel, on se retrouve au niveau des frais vétérinaires, au niveau de ces choses-là. Donc tout bénéfice finalement pour vous. Oui, on peut dire tout bénéfice et jamais tout bénéfice. Presque. Nettement mieux sans discuter. Hein. Écoutez messieurs, on a compris que cette exploitation-là à Chenal-les-Frasses est pionnière. Avec vous, François, on l'a évoqué, les premiers GAEC, avec vous, cette agriculture qui aujourd'hui allie à la fois la productivité et l'environnement, ça me paraît important. Écoutez, bon vent à vous, merci de nous avoir reçus ici. Et puis, ma foi, bonne chance à l'agriculture de Chenal. Voilà, merci bien d'être venu.
Daniel et Maurice, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir sur le pas de porte chez vous. Vous êtes tenant d'un gîte de France avec, je crois, 4 ou 5 chambres, c'est ça Daniel? 5 chambres, oui. C'est pas un gîte, ce sont des chambres d'hôtes. D'accord, mais on a vu l'affiche Gîte de France en arrivant. Oui, parce que c'est sous la Fédération des gîtes de France. Le label. Sous le label Gîte de France, voilà. Alors 5 chambres, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de travail pour vous? Oui, oui, parce qu'il y a tout le ménage, il y a l'accueil, il y a les repas le soir, parce que je fais demi-pension quand même. Alors on précise quand même que vous êtes agriculteur, enfin vous l'avez été, vous l'êtes encore peut-être, non? Oui, on fait encore un peu, mais c'est au ralenti. Alors ça a commencé quand, cette histoire de chambre d'hôtes? Ça a commencé en 85. La première saison, on l'a fait en 85. On avait créé au départ 3 chambres dans une partie de la maison qui avait été initialement prévue en 54, quelque chose comme ça, quand Maurice est revenu de l'armée. Ça avait été prévu pour en faire un séchoir à tabac qui a fonctionné en tant que séchoir à tabac jusqu'en 65-66. Après, on a augmenté la production de tabac et on a fait d'autres séchoirs plus fonctionnels. Ça n'étant plus utilisé, on l'a transformé en 85 en chambre. Le tabac a été remplacé par les chambres. Oui. Oui, voilà, parce que le tabac s'était cassé la figure. Et malheureusement, il y avait une production de tabac là, dans l'Albanais. Et comme ça n'allait plus, on a dû arrêter, hélas, comme beaucoup, parce que maintenant, il ne reste que 2 planteurs sur la Haute-Savoie, quoi. Alors qu'on avait livré, moi, pendant 35 ans, on a livré du tabac. Et comme il fallait trouver une activité annexe, puisqu'on arrêtait le tabac, il y avait la place disponible. On a étudié pour voir ce qu'on pouvait faire dans le cadre du tourisme avec la Fédération des Gîtes de France. On a vu qu'on était placé à peu près, même dans l'avant-pays, à peu près, ça devait à peu près marcher, quoi. Alors on s'est lancé, puis finalement, on ne regrette pas, quoi. Ça a dépassé nos espérances. C'est bien. Ça veut dire que ça avait donc au départ une raison financière, on va le dire, mais aussi peut-être le contact avec des gens qui venaient de l'extérieur. Parce que question financière, on aurait pu peut-être trouver une autre solution pour parer au manque de tabac, quoi, disons, manque de recettes du tabac. Mais ça s'était trouvé qu'on avait fait une enquête sur le canton, il y avait pas mal de demandes au point de vue tourisme, mais manque d'accueil quand même, un manque d'accueil. Donc on s'est dit pourquoi pas jouer cette carte. Puis bon, on a tellement l'habitude d'avoir du monde chez nous qu'un un peu plus ou moins c'était... Vous aimez ça? Apparemment oui. Le sens du contact, on l'a vu d'ailleurs en arrivant ici. Alors qui vient vous voir, qui vient passer quelques jours, quelques peut-être semaines ici à Chenal-les-Phrases dans vos chambres d'hôtes? Alors qui vient, ce sont des familles qui ont généralement des jeunes enfants. Sitôt que les gamins ont 14-15 ans, on ne voit plus tellement les familles. Mais enfin, c'est plus facile avec des enfants de bas âge, c'est plus facile de venir dans ce genre de séjour que d'aller à l'hôtel. Oui. Alors ce sont des Français. Non, je voulais mettre une petite parenthèse, je dis la famille avec les petits-enfants, mais la famille, quand les enfants ont 17-18 ans, on les voit rarement aller en vacances avec les parents. Hein. Non, mais c'est ce que je dis, quoi. C'est ça, ils ne viennent pas. Cette catégorie de vacanciers, on ne les voit pas. Donc c'est familial. Donc demi-pension, ça veut dire que vous offrez également le repas? Le repas du soir, oui. Alors qu'est-ce que vous pouvez offrir, vous, agriculteurs, ici à des gens qui sont en vacances, au repas? Oh, je fais une cuisine familiale traditionnelle, hein, c'est tout, oui. Pour savoir plus? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Une spécialité. La spécialité, je ne sais pas, des beignets de pommes de terre avec la salade, ça, personne... Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. L'hiver, les plats de cardon, personne ne connaît. Qu'est-ce qu'il y a encore Cuisine de terroir, une cuisine locale. Voilà, c'est ça. Oui. Comme on a l'habitude de manger, nous, disons. Peut-être qu'on mange bon, je ne sais pas. Comme on mange tous ensemble, toujours, on mange notre cuisine, hein, oui. Et vous discutez avec ces gens qui sont à votre table? Ah oui. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent, c'est échanger un peu. Et c'est très enrichissant pour nous, surtout aussi. Daniel, vous n'êtes pas du village? Non, moi je suis née à Toranglière et j'habite à Villas avant mon mariage. Et vous avez découvert ici le village avec un peu votre mari peut-être? Oui, il est vite découvert, il est pas bien grand. Oui, les gens sont sympas aussi, ça a été bien, quoi. Mais écoutez, on est ravis de vous avoir rencontré. On a compris qu'au travers de vous, vous aimez par-dessus tout ce village et vous savez le faire aimer également aux autres, à ceux que vous recevez ici, dans les chambres d'hôtes, on va le rappeler, à Chenal-les-Phrases. Et on va terminer l'émission avec vous, on va saluer nos téléspectateurs, on va vous dire au revoir. Rendez-vous donc à une prochaine émission, donc demain, midi, 17h15 ou encore 21h15, le Minitel ou encore le téléphone pour nous joindre. Et merci encore à vous.
ici. C'était donc Chêne à l'Effrasse aujourd'hui pour la place du village en Haute-Savoie. Toutes les blondes sont jolies, pour votre jamais, le bonheur restera pour vous, toute la vie. La Caisse d'épargne des Alpes, partenaire du ski français, vous a proposé la place du village.